pense que tous s'attendent à ce que je vous reparle encore de Broadwater. Mais je ne le ferai pas. Si, comme je le pense, chaque sujet a une âme peut vivre un milliard de vies avec des grandes différences travaillant son essence. Alors, je parlerai des obsédés textuels avec notre corps s'il le faut pour faire naître la connaissance. Charmant pour du jury, mesdames et messieurs, lorsque j'étais petit, comme tous les enfants, je rêvais de grandir vite. La meilleure manière qu'on avait trouvé de le faire, c'était de nous inspirer de grands héros. Lorsque les autres enfants avaient comme héros Superman, XOR et puis Son Goku, moi c'était plutôt Tintin. Oui, Tintin de Tintin et Milou. Il y avait aussi, quand j'ai commencé l'école, Hérodote. Plus tard, j'ai découvert Socrate, mais j'ai préféré Platon. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais si fasciné par eux lorsque j'étais enfant. En grandissant, il y a quelques mois, lorsque j'ai vu les sujets qu'on nous a proposés, j'ai compris pourquoi est-ce que dans ma tendre enfance, je préférais ces héros. Tintin était un homme d'action. Toutes les aventures qu'il vivait, il finissait par les transcrire par interview, pour que tout le monde en soit témoin. En ce qui concernait Socrate, c'était un grand penseur. Mais Platon, lui, a fait en sorte que Socrate soit immortel. Là où Socrate a voulu parler, Platon a écrit. Il a écrit sur l'histoire. Et puis on a Hérodote. Comment ignorer Hérodote? On l'a surnommé le père de l'histoire. Celui qui a voyagé au travers de différentes civilisations et a écrit l'enquête. Oui, ce sont des véritables obsédés textuels. Mais c'est quoi un obsédé textuel? Au regard de cela, on comprend qu'un obsédé textuel, c'est celui qui transmet aux générations futures, à l'image de Platon, à l'image de Tintin, à l'image d'Hérodote. Ils savent que leurs écrits serviront de modèle aux générations futures. Ils vont façonner les civilisations. Alors, il faut savoir ce qu'on va laisser aux autres, transcrire les bonnes informations. Parce que ces gens sont des faiseurs de héros. C'est eux qui font les légendes. C'est eux qui font les dieux. On m'a dit, pour qu'un discours soit profond, il faut qu'il repose sur des statistiques. Très bien, voici. 100%. Oui, 100%. Les enfants qui naissent de par le monde apprennent grâce à une seule chose, la mémoire, la capacité de retenir et de reproduire. Durant les 3 premières années de leur vie, les enfants observent, encaissent les comportements, les gestes, les émotions. Et un jour, sans qu'on sache comment, ils deviennent capables de reproduire tout ce qu'ils ont encaissé. Un enfant incapable de se souvenir que hier, le feu l'a brûlé, se condamne tous les jours à tendre la main vers ce feu et à se brûler perpétuellement. Si la mémoire est un élément si capital pour le développement des jeunes enfants, à combien plus forte raison le sont les obsédés textuels pour l'humanité, son développement? Eux qui sont la mémoire vivante des civilisations. Ils transcrivent le passé, protègent la vérité, refusent que l'histoire ne soit effacée. Ils les transmettent aux générations futures. Là où les autres oublient, eux se souviennent. Là où les autres simplifient, eux vérifient. Là où les autres racontent, eux enquêtent, transcrivent, transmettent aux générations futures. Et ils posent une question aux générations futures. Vos ancêtres ont fait ainsi. Vous, que ferez-vous? Il y a une phrase qui a été attribuée à tort ou à raison à Adolf Hitler. Cette phrase disait « Détruisez les monuments d'un peuple, il le reconstruira. Mais si vous détruisez sa mémoire, son histoire, il ne pourra plus rien reconstruire. Et alors vous le tolérez. » Lorsque Hitler finissait par conquérir des territoires, il avait l'habitude d'entrer dans les musées des territoires conquis pour en piller les œuvres d'art historiques. Il pouvait certains y en conserver d'autres. Parce que la mémoire des civilisations devait disparaître. Pour Hitler, une seule histoire devait subsister. Celle de la race hitlérienne, la race aryenne. C'est ainsi que Napoléon Ier, l'homme dit de Bonaparte, a agi envers l'histoire d'un jeune mulâtre qui dérangeait ses rêves de conquête. On m'a dit pour qu'un discours soit percutant, il doit reposer sur plusieurs exemples. Très bien. Parlons de Georges de Bologne, aussi connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges. Il naît à l'époque du royaume de France. Son père est blanc, sa mère esclave, violée pour son maître. Georges est métis et profondément détesté par son père. Non pas pour ses actes, mais pour le sang noir qui coule dans ce veine. Néanmoins, son père le respectait profondément pour une chose. Il avait un talent prodigieux, presque divin pour la musique et les arts, allant jusqu'à concurrencer Mozart, un maître du violon, virtuose artistique. Son père l'inscrit dans une école prestigieuse de Paris. Là, il grandit, il progresse, il croit.
Il finit par devenir une figure incontournable de la cour de Marie-Antoinette, reine de France, qui devient sa prochaine. Il est fait chevalier. Mais son grand rêve est de diriger l'Opéra de Paris, le sommet du sommet. Lorsque le poste se libère, on propose un successeur. Un blanc, moins talentueux que Georges, mais plus acceptable. Il est blanc, Georges est noir. Alors Georges propose un défi. Que le jury soit impartial, que chacun compose la meilleure pièce de théâtre et que le meilleur gagne pour la direction de l'opéra. Le défi a lieu, Georges triomphe, vous savez, c'est magistral, le jury est conquis. Mais il y a un problème. Avant qu'on annonce sa victoire officielle, les nobles s'agitent. Une pétition circule. Il est hors de question qu'un noir dirige notre opéra, c'est un nègre. Il ne fait pas partie de notre cercle social. Alors, d'après certaines rumeurs, Marie-Antoinette elle-même se chargera d'informer Georges. Tu as gagné, mais tu ne seras pas noté. Georges pleure. Je vous ai toujours défendu lorsque le peuple vous accablait. J'ai toujours pris votre défense. Aujourd'hui, c'est mon tour, c'est moi qu'on attaque. Vous ne me défendrez pas, vous êtes la reine, mon ami, j'ai gagné, vous le savez. Défendez-moi, bon sang! La reine n'en fera rien. Les influences politiques valent plus que l'amitié, semble-t-elle répondre. Georges sera écarté. Quelques mois plus tard, la Révolution française éclate. La tête de Marie-Antoinette sera tranchée par ces mêmes nobles qui l'avaient convaincu d'abandonner un ami. Napoléon vient plus tard et impose l'Empire. Il réinstaure l'esclavage. Mais il ne fallait pas que les Noirs soient au courant de l'histoire de Georges de Bologne. Un Noir si prodigieux talentueux. Alors Napoléon fait disparaître les histoires qui concernaient Georges. Les archives, on les brûle. Mais c'était mal connaître les obsédés textuels. Ils ont conservé les prix, des lettres, des fragments. Ils ont attendu que la société soit prête à réécouter l'histoire de l'homme dit de Bologne. Et aujourd'hui, la société redécouvre son histoire. On les réentend. Aujourd'hui, c'est Georges qui nous parle de notre tombe. Il nous pose la question. À mon époque, on privilégie les biens sociaux plutôt que la compétence. Vous, que faites-vous? Les obsédés textuels nous transcrivent l'histoire et nous posent une question. Vous, que faites-vous? Serez-vous les héritiers spirituels de ceux qui ont écarté Georges? Ou serez-vous différents? Est-ce que la société d'aujourd'hui a changé? On privilégie les gens selon qu'ils sont de tel ou tel milieu, de telle ou telle société, de telle ou telle université, encadrés par telle ou telle personne. Est-ce qu'on récompense vraiment la compétence? Je ne répondrai pas. Ce que je sais par contre, les obsédés textuels écrivont sur tout ça. Ils écriront sur nos vies, écriront sur nos siècles, transmettront aux générations futures. Et les générations futures nous jugeront. Vous savez, je vous vois du milieu de la foule. Vous, ces personnes talentueuses, remplies de talent, à qui on a refusé des avantages auxquels vous aviez droit. Pas parce que vous étiez incompétents, non. Mais parce que vous n'étiez pas de telle ou telle université, de tel ou tel milieu, on vous a fermé les portes. Je vous vois parmi la foule, parmi mes confrères candidats, tous ici parmi les membres du jury. C'est pour vous que je suis ici devant, pour vous dire, ne baissez pas les bras, ne laissez pas cette génération gagner. Il est hors de question, notre histoire sera transportée, nous serons immortalisés dans les siècles à venir. Les générations futures, les autres intellectuels écriront sur notre histoire, et lorsqu'ils écriront sur nous, nous serons immortalisés. Alors levez-vous, grand Dieu, criez haut et fort de détermination, ne vous arrêtez pas, assez on dit, on veut vous arrêter, d'accord, soit. Ils ont fait la même chose avec les grands avant vous. On a dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? On a fustigé et insulté le Nazaréen. Et aujourd'hui, ce Nazaréen est la ligne de démarcation temporelle de la plupart des grands pays. On dit avant ou après Jésus-Christ. On vous insulte, d'accord. On a fait la même chose avec Siddhartha Gautama, ce prince qui a décidé de renoncer à la vie principe pour aller méditer et devenir le Bouddha. On veut vous faire taire. Amen, qu'il le fasse. Ils ont fait la même chose avec Simon Kibaru, ce prophète de nation qu'on a voulu faire taire à cause de ses visions. Alors non, ne laissez pas ces gens gagner. La société se rappellera de notre histoire. On écrira notre épopée, on nous chantera, parce que les compétences que vous avez méritent d'être célébrées. Et si ce siècle ne nous reconnaît pas, ils nous reconnaîtront éternellement, parce que nous serons immortels. Aujourd'hui et éternellement, les hommes intellectuels sont notre élixir d'immortalité, et nous vivrons éternellement avec eux. Mon grand-père m'a toujours dit, sois fier de qui tu es. Eh bien, je suis Orléans, fils de Philbert, petit-fils de Corneille, descendant de Train, de Grande et de Conquérant, né dans un village paumé dont on a oublié le nom. Mais dans ce jeu de politique sociale, je ne suis personne. Mais c'est précisément parce que je ne suis personne que je peux choisir d'être qui je veux. Et je choisis d'être un homme intellectuel. Celui qui transcrira votre histoire, qui fera de vous les héros que vous méritez d'être, à cause des compétences que vous avez, que nous avons tous. Alors hissez haut la voile et chantez l'immortalité. Buvez avec moi, c'est vous dire. Est-ce que les autres intellectuels sont dangereux?
N'importe qui ayant suivi ces discours du début jusqu'à la fin et qui conclut que les obsédés sexuels ne sont pas dangereux, c'est un fou. Mais ils sont dangereux, ils sont très dangereux. Pour les conspirateurs, manipulateurs, les despotes, les dictateurs, pour ceux qui sont ennemis de la vérité, ils sont très dangereux. Mais pour ceux qui adulent la vérité, ceux qui rêvent d'immortalité, de régner dans la postérité, les obsédés sexuels sont ce qu'il nous faut. Chers mesdames et messieurs, chers membres du jury, que vivent les obsédés sexuels. Je vous remercie.